toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de notre rendez-vous mensuel en ligne, notre webinaire mensuel du mois de février. Aujourd'hui, nous allons aborder la question à la fois de la rénovation, dans une approche de massification de la rénovation. Je vous invite, si vous le voulez bien, à couper vos micros. On ne t'entend plus. Rémi, on ne t'entend plus. Excusez-moi, un petit problème de son. Donc, je vous souhaitais la bienvenue et vous rappeler qu'aujourd'hui, nous allions aborder la question de la massification de la rénovation avec ce volet bas carbone, avec trois interventions. Nous allons d'abord accueillir Nadège Joury de l'Alliance HQE-GBC et Maxime Avard de AIA Environnement, qui vont nous présenter la démarche d'innovation NZC Rénovation et les 7 cas génériques spécifiques à la rénovation qui ont été détaillés dans ce contexte-là. Nous verrons ensuite comment cette démarche a été expérimentée sur un cas concret, une rénovation de logements sociaux sous maîtrise d'ouvrage de Néotoa avec un témoignage de Delphine Coyot et de Frédéric Tachen. Et enfin, nous passerons la parole à Simon Davis de AIA Environnement, qui nous parlera des résultats du projet, donc de l'expérimentation, avec les 5 leviers d'optimisation bas carbone qui sont inclus dans cette démarche. Et puis, en guise de conclusion, je ferai un petit lien sur la fin de ce webinaire avec la démarche Energy Strong Bretagne, qui est initiée avec un certain nombre d'autres partenaires que je vous présenterai. Quelques rappels sur les règles de fonctionnement du webinaire. Tout d'abord, vos micros et caméras sont a priori coupés. Ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne dans la journée ou d'ici demain. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le chat. Clémence Chevalier va modérer ce chat et se fera votre porte-parole pour relayer vos questions auprès des intervenants à l'issue de chaque séquence. Voilà. Merci à tous nos intervenants d'être là, d'être présents, de nous partager leur expérience et leur connaissance sur le sujet. Et je passe tout de suite la parole à Nadège et Maxime. Oui, merci beaucoup. Je vais laisser Simon. Voilà, merci. Donc, avec Simon et Maxime, on va vous présenter la méthode, du coup, notre projet NZC Rénovation. NZC pour Net Zéro Carbone. Et donc, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, on voulait vous faire un petit bref rappel du contexte du projet NZC Rénovation. Donc, la rénovation, c'est un axe qui est très fort de la stratégie nationale bas carbone. En effet, celle-ci, elle a fixé des objectifs ambitieux de rénover plus de 500 000 logements par an, ainsi que 3% du parc tertiaire. Et avec le décret tertiaire, il y a l'objectif de réduire de 40% les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² dès 2030. Donc, la rénovation bas carbone est vraiment un enjeu essentiel. Et donc, un des autres objectifs de la stratégie nationale bas carbone, c'est de promouvoir les produits de construction et de rénovation et les équipements à faible empreinte carbone. Et donc aujourd'hui, avec la RE 2020 qui vient d'entrer en vigueur cette année, on a permis de démocratiser l'ACV pour les bâtiments neufs, mais les bâtiments neufs représentent que 1% du parc. Et donc, il est urgent de s'attaquer à la rénovation pour atteindre cette neutralité. Et donc, tout comme le neuf, il va être intéressant de s'intéresser à l'ACV des bâtiments rénovés et donc aux impacts des produits de construction et rénovation et équipements, en plus de l'énergie. Et donc, afin d'atteindre l'ensemble de ces objectifs, il faut aussi acculturer les acteurs à la rénovation bas carbone. Et donc, ce projet permet de mettre les premières pierres à cette acculturation, car on voit bien qu'en étant assez nombreux ce matin à ce webinaire, que le sujet vous intéresse tous.
Donc, le projet NZC Rénovation, on l'a construit, enfin, il a débuté en janvier 2020, mais c'est pas construit en un seul jour. Les premières pierres ont été dans nos travaux à l'Alliance, ont commencé dès 2015, où on a d'abord on a mis en place des règles méthodologiques. Et s'en est suivi un test HPE performance à des bâtiments existants en 2017, où nous avons produit justement avec l'aide d'AIA Environnement et aussi le CSTB et les soutiens financiers de l'ADEME et de la DHUP, des publications, dont des nouvelles règles méthodologiques basées sur E plus C moins, et du coup un guide pratique pour les bureaux d'études pour qu'ils puissent faire leur ACV en des bâtiments existants. Et donc, le projet NZC Rénovation, il avait pour objectif d'identifier des leviers d'optimisation pour une rénovation bas carbone. Et il s'est déroulé en 3 parties. Donc, la consolidation de la méthodologie, l'analyse des cas d'études représentatifs et l'identification de leviers d'optimisation. Et tout au long de ce projet, on a fait des consultations, des présentations qui ont été faites en France, mais aussi à l'international, car ce projet a aussi une dimension internationale de faire connaître ce qui se passe en France à l'international. Et on a, du coup, pendant ces consultations, récolté des avis, des conseils et diffusé nos premiers résultats. Et donc, on est à la fin de ce projet et on a sorti en début d'année 2 publications. Une sur des leviers d'optimisation avec un guide vraiment grand public qui permet d'expliquer la démarche à suivre pour une rénovation vraiment bas carbone. Et puis, les optimisations des 7 familles de projets qu'on a identifiées et qu'on va vous expliquer tout de suite après. Donc aujourd'hui, on va vraiment vous présenter les résultats de l'une des familles, donc la maison individuelle, à la suite de la présentation de Neotoa. Et on fera pendant les pendants avec aussi les résultats et enseignements tirés au global pendant ce projet. Et on vous expliquera les leviers pour une rénovation vraiment bas carbone. Et donc je laisse maintenant Maxime vous expliquer la méthodologie de ce projet. Je vais juste dire quelques mots sur les 7 familles de projets qui ont été étudiés dans le cadre du programme NZC Rénovation. Les logements individuels en tissu pavillonnaire, c'était bien sûr la première typologie de famille de projets qu'on avait identifiée parce qu'elle est hautement représentative et en même temps hautement réplicable sur la stratégie. Il y a eu 2 autres familles de projets qui concernent le logement. Bien sûr, la question des grands ensembles de logements collectifs en périphérie urbaine, mais aussi, et ça c'est une famille que parfois on oublie, la question du patrimoine ancien diffus d'habitation en centre-ville, qui possède ses contraintes propres. Ensuite, on a étudié, on va dire, 3 ensembles de familles plutôt de locaux d'activité, avec tout d'abord les grandes pièces urbaines à restructurer en cœur de métropole, les patrimoines industriels qui sont rattrapés par la ville et donc qui sont amenés à avoir une seconde vie dans le cadre des rénovations. Et enfin, l'immobilier d'entreprise récent que l'on rénove lourdement et qui pose aussi des questions de contraintes, d'amiante ou autres. La 7e famille est assez singulière, mais elle est intéressante aussi, c'est la question des rez-de-chaussée urbains, qui sont des locaux avec une forte vacance souvent, mais aussi un turnover important et donc sur lequel la rénovation doit avoir une stratégie spécifique. Donc, comme on le voit ici, l'intérêt de ces 7 familles de cas, 7 cas génériques, c'est véritablement d'englober toute la diversité et la richesse de la rénovation avec des typologies différentes, des degrés d'ancienneté différentes et aussi une granulométrie des tailles qui peuvent être très différentes d'une opération à l'autre. Aujourd'hui, on va zoomer sur la famille A, mais bien sûr, il y a d'autres enseignements sur les familles. Un petit mot sur la méthodologie, je passe la main à Maxime Avard. Oui, merci Simon. Pour faire simple sur la méthodologie, comme l'a dit Nadège, on est parti donc sur la méthodologie du guide ACV Rénovation.
publié par l'Alliance HQE-GVC en 2018. Ce qui est intéressant, c'est qu'on questionne le bâtiment avant sa rénovation et après sa rénovation. Tout comme l'ACV pour le neuf, en fait, on s'est basé sur les 4 contributeurs, donc à savoir les produits de construction et équipements, les consommations énergétiques, l'eau et le contributeur chantier. Si on doit retenir 3 différences majeures de la méthodologie en rénovation par rapport au neuf, c'est que le contributeur, donc produit de construction et équipement, est découpé en 3 familles, à savoir le neuf, le déposé et le conservé. Pour les produits de construction et équipement déposés et conservés, on a une comptabilité de l'impact qui se fait à travers une méthode d'amortissement. C'est très simple, c'est-à-dire que si le produit de construction et équipement a vécu l'intégralité de sa durée de vie au moment de la rénovation, c'est-à-dire qu'il a été amorti. Si par contre, il n'a pas vécu sa durée de vie au moment de la rénovation, il y a une durée de vie résiduelle et donc on considère un impact à prendre en compte dans notre calcul. Et enfin, la dernière différence, c'est qu'il n'y a pas de formalisme dans la donnée d'entrée et donc il faut compter sur l'adaptabilité du modélisateur pour combler les manquements. On a aussi également questionné un nouvel indicateur qui s'appelle le temps de retour carbone. Et pour vous expliquer son fonctionnement, je vous propose de comparer 2 cas. Un premier cas avant la rénovation et un second cas après la rénovation. Donc, sur le graphique que vous voyez à l'écran, en ordonnée, on a les émissions cumulées de gaz à effet de serre et en abscisse, le temps. Donc, dans le scénario avant la rénovation, donc les produits de construction et équipements non amortis, donc conservés et non amortis, c'est-à-dire avec une durée de vie résiduelle, disposent d'une dette carbone. Donc, c'est ce qu'on voit effectivement en noir. Voilà. Dans certains cas, celle-ci peut être nulle, puisqu'on considère que la rénovation est intervenue après du coup, la durée de vie des matériaux, et donc du coup, on peut avoir une dette carbone nulle. Et enfin, on a en gris clair la ventilation annuelle des émissions carbone liées aux consommations énergétiques, toujours en cumulé jusqu'à 50 ans, puisque c'est la période de référence de l'ACV. Si maintenant on passe sur le cas du scénario avec rénovation, nous avons toujours l'apparition de cette dette carbone, qui est en fait l'état des lieux, le diagnostic carbone du projet qu'on vient de rénover. On a également aussi l'investissement carbone lié à l'injection de ces nouveaux matériaux neufs. Et on a cette nouvelle ventilation annuelle carbone des consommations énergétiques, toujours sur une période de référence de 50 ans. Et si on superpose les deux, c'est là où la magie opère et on obtient donc le temps de retour carbone. Le temps de retour carbone se définit comme le point d'intersection, le point d'équilibre carbone entre les deux scénarios. Et donc, si on se trouve avant ce point d'équilibre, on sait que l'investissement carbone de la rénovation n'est pas encore compensé par les économies en exploitation. Par contre, si on se trouve après, l'investissement est compensé. Dans le cas de ce projet, on se devait aussi également de questionner donc, la neutralité carbone. Et la neutralité carbone n'a pas vraiment de définition normative actuellement. Cependant, dans beaucoup de publications de spécialistes, on peut lire que cette démarche vise à maximiser donc, les émissions induites, enfin à minimiser les émissions induites, à maximiser les émissions évitées et à maximiser les émissions séquestrées. Si on fait le parallèle, nous, avec notre temps de retour carbone, les émissions induites s'apparentent à l'investissement, on va dire, du carbone sur les PC neufs et sur la ventilation annuelle des émissions carbone énergétiques après rénovation. Et les émissions évitées en rénovation désignent la réduction effective des émissions avant et après rénovation. Et enfin, les émissions séquestrées sont intégrées dans le produit de construction et équipement investi par l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc, c'est pourquoi la démarche de neutralité carbone appliquée au projet de NZC consiste en priorité vraiment à réduire le plus possible cet indicateur de temps de retour carbone. Simon ou Nadège, je vous laisse présenter peut-être la petite question à nos auditeurs. Oui, on voulait vous questionner par rapport à ce temps de retour carbone. Est-ce que vous avez compris comment, selon vous, quel devrait être le temps de retour carbone acceptable pour le résidentiel? Et donc, on vous laisse répondre à cette question entre inférieur à 5 ans, inférieur à 10 ans, inférieur à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans.
Alors, c'est une question ouverte. Nous, on n'a pas réellement de... Enfin, on va vous présenter peut-être quelques chiffres tout à l'heure de ce qu'on a vu, mais en tout cas, ce n'est pas une norme à avoir ou un temps acceptable. On veut vraiment voir aussi comment vous accepteriez ce temps de retour de carbone et comment, du coup, dans la salle, on accepte ce temps de retour carbone. Ah oui, du coup, pas mal. Donc, vous êtes 54% à avoir dit inférieur à 10 ans, 27% inférieur à 20 ans et 12% inférieur à 5 ans. On reviendra, je crois, dessus. Vous êtes très fort. Oui. Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est un peu après, je crois, Simon. Ça sera du coup dans la seconde partie de la présentation de nos résultats. Et avant, on va du coup laisser Delphine présenter le projet un peu plus en détail de la maison individuelle, donc notre famille A. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais partager mon écran. Juste au préalable, je suis dans un endroit où il y a des travaux, donc il y aura peut-être un petit bruit de perceuse de temps en temps. J'espère pas, pas pendant l'intervention. Alors, hop. Au début, ce sera mieux. Et hop. Bonjour à tous. Alors du coup, effectivement, je vais faire un zoom sur plutôt la partie A, on va dire, des études qui ont été réalisées. Je m'appelle Delphine Coyot. Moi, je suis responsable du pôle qualité et développement durable chez Neotoa. Et donc, je vais vous parler de notre retour d'expérience sur la réhabilitation de 4 maisons à Aussay, la nouvelle commune de Château-Giron, selon la démarche Energy Sprong. Alors, juste quelques éléments de contexte. Donc, Neotoa, pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'Office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine, désormais présent en majeure partie sur l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, puisqu'on a fusionné avec Dina Habitat. On a un patrimoine, on gère actuellement un patrimoine d'environ 22 000 logements. Et puis, voilà, on est un acteur de l'immobilier du Grand Ouest. Juste par rapport à notre démarche Energy Sprong, alors on a été parmi les bailleurs précurseurs à lancer cette démarche dès 2017. On avait signé la charte de cette démarche. Bon, je pense qu'elle est assez connue, mais je rappelle ici sur cette slide notamment le cahier des charges en fait, de cette démarche, donc, qui nous vient des Pays-Bas pour massifier justement la rénovation. Et alors, on va dire le grand critère principal, c'est le niveau énergie, 0 garantie sur 30 ans. Donc, on va le voir en fait sur la partie, sur l'opération de Château-Giron, avec bien sûr des notions d'attractivité des logements. Les travaux qu'on fait sont aussi pour rendre le logement attractif. Des travaux plutôt rapides, on va le voir aussi. Et puis, un modèle économique justement qui est réfléchi sur 30 ans. Alors, à l'origine, on est bien sûr, nous, dans la volonté d'innover, de chercher des réponses durables justement à la fois aux attentes des locataires et aux enjeux carbone et de rénovation, évidemment. Donc, c'était pour ça qu'on a lancé cette expérimentation dès 2017 pour vraiment tester ce nouveau modèle. Alors, rapidement, allons dans le vif du sujet, présentation de l'opération. Donc, on est sur effectivement plutôt le profil A, dans le sens où on est sur du pavillonnaire diffus. Donc, on est sur 4 maisons. Ce sont des T2 et T3. Il y a un T2 et 3 T3 avec des ensembles de 2 maisons accolées. Construite en 1993 et avec à l'origine un DPE plutôt en type E. On est sur du pavillonnaire électrique, donc à l'origine, dans le centre-bourg de Aussay. Je réfléchis juste sur en fait, je vais plutôt lancer la petite vidéo. Je vais vous parler en même temps. Donc,
j'espère que ça va bien fonctionner. Hop. Petite manip. Voilà, normalement, là, vous voyez bien la vidéo. Du coup, juste repréciser en même temps que le time-lapse qui vous permet de voir un petit peu la partie travaux, justement, ce qui a été effectué, en fait, pendant les travaux. Donc, on a mis en place des panneaux préfabriqués en ossature bois, laine de roche et bardage acier, donc pour recouvrir les maisons et puis, bien sûr, faire de l'isolation extérieure. Il y a eu des poses de toiture amiantées, une pose de toiture en bac acier. On a installé, on a réisolé la surface du plafond. Et puis quelques travaux également d'amélioration de confort et autres. Et on est venu, je ne suis pas dans le timing des travaux, mais on est venu installer aussi des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, pardon, sur un pan de toiture par logement. Alors, juste par rapport à l'orientation, vous voyez, on a 2 logements qui sont orientés est-ouest et 2 sud-nord, nord-sud, ce qui a pu poser d'ailleurs quelques questions, notamment en termes de confort thermique sur les pavillons orientés nord-sud, puisque la pièce de séjour se retrouve plutôt au nord et les chambres au sud. Donc, forcément, le confort thermique a été modifié. Donc, ça peut poser question aussi là-dessus. Je vous laisse regarder. Alors, en attendant, Delphine, il y a une question Oui. par rapport au type d'isolant choisi. Pourquoi un isolant en laine de roche et pas un biosourcé? Alors j'ai plus les origines du choix. Je ne sais pas si Frédéric, tu as des éléments, mais Parce que, alors, là, je me permets du coup, oui. effectivement, puisque la question parle de déphasage, on a bien conscience que les matériaux biosourcés ont un déphasage plus important et du coup génèrent un confort d'été qui peut être bien meilleur. Après, il y avait une économie sur le projet, des solutions proposées. Enfin voilà, on a quelques arbitrages, hein, donc on a l'humilité de penser quand même aussi que on n'a pas réussi tous nos paris de rénovation bas carbone. Il y avait tellement d'enjeux autour de cette rénovation. On en avait parlé, voilà, ça n'a pas été un choix, ça a été un des arbitrages économiques. C'est quand même, juste pour donner un chiffre, des rénovations à hauteur de 140 000 € par pavillon, des pavillons de 93. Donc voilà, à un moment donné, il fallait aussi faire des choix, et ça en était un. Merci pour le complément, alors qui me permet de faire la transition. Du coup, alors j'ai remis ici quelques détails techniques, mais je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Si ça vous intéresse, la présentation pourrait être partagée. Revenir justement sur la partie effectivement financement et modèle économique. Faut avoir en tête que, alors je ne l'ai même pas dit au départ, on est sur des travaux qui ont eu lieu début 2019, donc une livraison en mars 2019. Et effectivement, c'était vraiment la première expérimentation sur le modèle économique. Donc, comme le disait Frédéric, alors là, sur la partie travaux, j'ai un coût à 126 000 € par logement, mais effectivement, on dépasse largement les 100 000 €, donc ce qui pose question, effectivement, en termes de massification. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une première expérience sur cette démarche, de voir un petit peu en termes d'acteurs aussi comment ça se passe. Juste en termes de reproductibilité, clairement, ce ne sont pas des montants reproductibles aujourd'hui, à ce stade-là, en tout cas, à ces montants-là. Voilà, et puis en termes de, c'était assez réparti en termes de montant de travaux entre la partie chauffage, ravalement, structure. Je ne l'ai pas dit non plus sur la partie chauffage, quand même, c'est important. On est venu installer des modules énergétiques, alors qu'on voit ici, voilà, en décroché de façade, avec une PAC triple service, donc ventilation, chauffage et production d'eau chaude. C'est pas neutre en bilan carbone, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, c'est important de le préciser. Voilà, sur la partie retour d'expérience, alors on a, je n'ai pas cité non plus tous les partenaires. On a travaillé avec l'entreprise Sogea, notamment sur l'opération en conception-réalisation.
15 architectures, Inoki pour la partie énergétique, et puis vous voyez tous les autres partenaires également du projet en bas. Sur la partie suivi des consommations, justement, on a eu des éléments de suivi de la part de Sogea. On est désormais à plus de 2 ans de la fin des travaux. Donc, on a assez de recul, effectivement, sur la partie consommation énergétique, notamment, bien sûr, qu'on a suivi si l'objectif E égale 0 est atteint. Alors, c'est bien le cas. Vous voyez là, juste sur la partie théorique, en fait, la consommation avant-après, on était sur une consommation théorique après travaux d'environ 17 000 kWh par an, avec une production d'énergie photovoltaïque théorique aussi de 24 000. Je vais passer tout de suite à la pratique. L'idée, c'était juste de montrer quand même qu'il y a aussi un écart entre la partie théorie et pratique. Pour autant, on est bien effectivement dans les clous au niveau du E égale 0, puisqu'on a 49% de surproduction d'écart entre la production photovoltaïque et la consommation des logements. Sachant qu'effectivement, en termes d'écart par rapport à la théorie, finalement, on consomme plus que ce qu'on avait imaginé en théorie, donc à peu près 17%, mais on produit aussi plus sur les 2 ans. Donc là, vous voyez l'analyse détaillée en fait sur les 4 logements, année 1, année 2. Mais en termes de grandes conclusions, on est effectivement là-dessus sur des consommations et productions supérieures. Donc là, c'est plus pour la partie énergie. Je vous précise également, alors on a effectivement réalisé une ACV sur l'opération, puisqu'on parle carbone aujourd'hui. Alors, peut-être la difficulté, c'est simplement qu'on ne fait pas ce genre d'exercice finalement sur d'autres habitations. Donc, pour voir l'écart en termes notamment de matériaux, on n'a pas forcément d'autres référentiels. Par contre, ce qu'on peut observer là, donc en termes d'impact carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre avant et après travaux ont été comparées. On a un gain notamment important sur le logement T3. Enfin, là, il y a des économies, on va dire, d'échelle aussi entre logement T2 et T3. Mais on a une réduction j'ai plus le pourcentage en tête, mais un gain carbone en tout cas de 160 et 700 kilos équivalent CO2. Et juste ce qu'on peut observer, donc en termes de répartition, on est plutôt sur un impact aux 3/4 des PCE, donc justement produits des matériaux utilisés. Et j'étais en train de regarder, j'avais pas recalculé le temps de retour carbone, justement, vous l'avez peut-être calculé dans le cadre du projet, mais l'idée, c'est que sur la partie effectivement PCE, vous voyez le détail du contributeur PCE à côté. Je vous parlais du module énergétique. C'est loin d'être neutre, puisque c'est vraiment quasiment 80% de l'impact est lié à l'installation de ce module triple service. Donc, ça peut poser aussi question effectivement sur la solution choisie à ce niveau-là. Voilà, je vois que le temps est pas loin d'être dépassé. Donc, juste en termes de grandes conclusions, et on pourra échanger effectivement sur le temps de questions-réponses, mais en termes de grands retours d'expérience, donc concernant le confort des locataires, les locataires sont assez satisfaits des travaux. Je vous l'ai dit, en termes de confort thermique, on est plutôt bien, sauf un foyer où les chambres sont au sud. Donc, on observe quand même des différences par rapport à, notamment avant. Ce sont des locataires qui étaient dans le logement aussi avant. Donc, il y a un petit déséquilibre, on va dire ça comme ça, en tout cas en termes de pratique et de vie dans le logement. On a utilisé des tablettes de réglage du chauffage. Ça, c'est plus par rapport aussi à l'usage des locataires, mais ce n'est pas évident. On a eu des difficultés sur à la fois le fonctionnement et même l'usage en fait, de ces tablettes-là de réglage du chauffage. Et juste en termes de conclusion globale, on l'a vu, le modèle évidemment est intéressant en termes de rapidité des travaux. Juste à noter d'ailleurs, ça fait partie des sujets assez impactants
au niveau de la production photovoltaïque, on a eu quand même pas mal de difficultés avec EDF OA sur le rachat d'énergie photovoltaïque. S'il y a un représentant, on peut échanger. Et voilà, en termes d'objectifs, effectivement, on y est largement en fait sur l'atteinte du E égale 0, donc ce qui est intéressant. Par contre, on va aussi en discuter là sur le modèle économique, effectivement, qui, à l'époque, en tout cas, n'était pas reproductible en tant que tel. Voilà. Merci. Ah bah, il y a une question sur le modèle économique. Pour savoir, donc j'imagine c'est sur le coût, la question, la différence pourcentage entre la laine de roche et les biosourcés sur l'ensemble de l'opération. Alors, je n'ai pas ce niveau de détail. Le problème, c'est quand on parle d'économie sur un projet, on ne se concentre pas sur un poste, mais sur beaucoup de postes. Donc, ça fait certainement partie. Si on l'isolait, on pourrait peut-être considérer que le delta n'est pas forcément si important que ça, mais quand on le mesure au travers de toutes les économies qu'on doit faire sur un projet, voilà, c'est... Moi, je réinsiste sur le fait que ce projet-là, il avait vocation à faire de la recherche et du développement sur un concept. Et voilà, alors, si ça avait été chiffré en variante ou en option, c'est des choses qu'on a finalement pas retenues. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas l'ambition de les retenir à l'avenir sur de futurs projets. Il ne faut pas isoler ça, en fait. Je pense que ce serait une lecture qui serait un peu tronquée. Ok, merci. Donc j'ai une nouvelle question, enfin deux même. Quelle est la durée des études menées pour ces rénovations et pourquoi le choix de la conception-réalisation? Alors, les études menées, on va dire que ça nous a pris à peu près 2 ans. Pourquoi la conception-réalisation? Parce qu'on avait un enjeu de maîtrise des délais et des coûts aussi. On a vu que le projet il est soumis quand même à un budget assez important. La conception-réalisation, c'est un exercice qu'on pratique sur des opérations, nous, généralement assez complexes, où on a un fort enjeu économique et de délai. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a retenu. Ok, merci, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Merci Clémence, merci Delphine et Frédéric Tachin pour cette présentation. Je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Simon Davis pour nous parler des résultats du projet et des fameux 5 leviers d'optimisation. Très bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, nous, on a mené le même exercice qui vient d'être présenté, avec sans doute une granulométrie voilà, un petit peu plus fine sur les différents éléments portés à notre connaissance, avec l'intérêt d'avoir un projet livré, c'est aussi d'avoir tout le détail des PGF et donc de pouvoir aller assez loin dans cette démarche. Et donc, la première chose que nous avons faite, c'est réellement, avec la méthode qui a été présentée avant, de réaliser l'analyse de cycle de vie du projet et d'aboutir à une visualisation de où était l'empreinte carbone du projet. Donc, on a des résultats très similaires à ceux qui ont été présentés avant. Bon, la méthode n'est pas exactement la même et ces spécificités de la rénovation méritent d'être harmonisées, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Ce qui est intéressant avec cette représentation, c'est qu'on peut visualiser la taille des bulles. C'est l'impact carbone associé. Plus la bulle est grande et plus il y a une empreinte carbone importante. Et donc, on voit effectivement que les postes techniques de production énergétique, qu'il s'agisse de la pompe à chaleur que l'on voit ici, avec ces fluides frigorigènes que l'on voit ici, les deux sont assez liés, sont effectivement assez dominants dans le bilan. Autre poste de production énergétique important, les panneaux photovoltaïques qui sont loin d'être négligeables également dans le bilan. La question de la couverture, on en a parlé, et même la partie déposée, vous ne pouvez pas réutiliser parce qu'elle est amiantée, a une empreinte carbone résiduelle qu'il convient de considérer. Quelque chose d'assez singulier sur ce projet, c'est que le poids de l'énergie sur l'empreinte carbone de la rénovation sur 50 ans, il n'est que de 17%. Et ça, c'est lié effectivement à la démarche très ambitieuse qui a été menée. On voit que l'empreinte même énergétique n'est pas neutre totalement. Ça, c'est lié également à l'empreinte carbone des panneaux et à cette compensation qui n'est pas tout à fait
réalisée sur le volet carbone. Sur le volet énergie primaire, elle l'est, mais sur le volet carbone, elle ne l'est pas. Donc voilà une représentation assez intéressante qui nous permet déjà de regarder aussi ce qui se passe effectivement sur une durée de 50 ans, avec un bilan carbone qui est négatif sur 50 ans, quand on compare avec un bâtiment qui n'aurait pas été rénové. Donc une économie de l'ordre de moins 1652 kg équivalent CO2 par mètre carré sur 50 ans, et un temps de retour carbone qui est précisément de 9,7 ans. Donc, on voit que tout à l'heure, quand vous avez effectivement choisi 10 ans, vous n'étiez pas du tout loin du compte. Effectivement, un temps de retour carbone inférieur à 10 ans, on a eu peu de projets pour NZC Rénovation qui atteignaient un tel degré de performance. C'est vraiment un chiffre assez bas et donc c'est un objectif aussi qu'on peut se donner. La hiérarchisation des postes, on en a déjà parlé, je vais y aller très rapidement. On voit que, contrairement aux bâtiments neufs, on a effectivement le poids des équipements techniques, le poids de la CVC, clim, ventilation, chauffage, le poids de la plomberie qui est loin d'être négligeable dans le bilan global et donc qui doit être un levier d'optimisation important. Voilà. Donc, à partir de ce cas, on a pu faire le même exercice sur l'ensemble des cas génériques. Donc ça, c'est notre molécule ACV sur le cas A, et comparer effectivement avec les autres cas génériques. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de diversité importante sur les ACV et qu'il faudra s'attacher à adapter la stratégie à chaque cas générique. On voit également que le poids de l'énergie, qui est très faible dans notre cas, c'est loin d'être le cas sur les autres projets, et que là, c'est vraiment lié à la singularité de la démarche de performance énergétique très pointue qui a été menée. Autre chose, c'est que quand on regarde juste la partie neuf des produits de construction et équipement, on atteint une empreinte carbone qui se compare par rapport à un bâtiment neuf à un niveau carbone 2. Donc, c'est vrai que le budget de la rénovation peut sembler élevé sur ce projet, mais si on le ramène à la comparaison avec une construction, avec démolir et reconstruire neuf, on voit que économiquement, ça reste intéressant au mètre carré rénové d'aboutir à du C2 à un prix défiant toute concurrence. Le niveau carbone 2, c'est le plus haut niveau de performance carbone issu de la démarche énergie carbone plus C- que vous connaissez. Autre enjeu important, c'est qu'on a tendance à se dire que comme on rénove, on a de la structure existante, on a des matériaux existants qu'on préserve, et donc naturellement, le poids carbone des matériaux va être faible. Ce n'est absolument pas la conclusion qu'on a eue en analysant les différents résultats du projet NZC, un peu plus spécialement même sur ce cas 1 du pavillon et de la maison individuelle, où on voit finalement qu'une fois la rénovation faite, le poids des matériaux, des produits de construction et des équipements, il peut aller jusqu'à même presque près de 80% de l'empreinte carbone globale sur le projet. Et enfin, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure en comparant les résultats, on a vu apparaître dans le projet Net Zéro Carbone des postes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le neuf comme étant des postes dominants, c'est-à-dire des produits et des équipements qui ont un poids carbone assez décisif dans la démarche d'optimisation. La singularité de la rénovation, c'est d'attirer notre attention vers des matériaux ou des équipements que l'on ne regarde pas habituellement ou qui sont, on va dire, habillés dans les familles génériques de produits. Et c'est beaucoup le cas des équipements de production, on en a parlé, et également des éléments de clim, ventilation, chauffage, qui sont des éléments sur lesquels il nous faut aujourd'hui progresser en ayant une vraie vision comparative des produits sur l'empreinte carbone, car ils commencent à devenir dominants dans le bilan. Autre chose que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, en fait, ce qui pèse beaucoup également pour la pompe à chaleur, c'est le choix du fluide frigorigène. Et ce choix du fluide frigorigène, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas encore assez encadré, assez optimisé dans les projets, alors que c'est vraiment, en termes de rapport effort-gain, un élément à surveiller très important. Quand on choisit une pompe à chaleur, ça doit être maintenant, je pense, et dans le cadre de la rénovation, un des critères fondamentaux
fondamentaux à intégrer à sa démarche. Maxime va vous présenter la démarche de calibrage maintenant du scénario, parce que ce qu'on voit, c'est que le projet, là, tel qu'il est présenté, il est déjà très performant, très exemplaire. Et donc, si on part de ce projet-là pour déduire une série de conclusions comme je viens de le faire, on risque de se tromper en oubliant qu'il a déjà fait énormément de pas, énormément d'optimisations qui sont déjà intégrées. Et donc, c'est pour ça que c'était important à la fois de voir un projet qui respecte scrupuleusement juste la réglementation, où il en est de son empreinte carbone, et d'autre part, jusqu'où on peut aller dans l'optimisation derrière. Maxime, c'est à toi. Donc, comme le disait Simon, en fait, chaque projet est singulier et dépend en fait, d'un contexte urbain, patrimonial, et surtout de sa conception architecturale, technique, mais également de sa performance environnementale et carbone. Et comme dirait Simon, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est pourquoi en fait, nous avons calibré chaque projet entre une variante base qui correspond en fait à un projet réglementaire énergétiquement et qui comprend des produits de construction et équipements plutôt émissifs en carbone. Et on l'a comparé également à une variante optimisée correspondant à un niveau de performance en termes d'enveloppe et de consommation énergétique plutôt très abouti et des PCE plutôt favorables en émissions carbone. Nous avons travaillé ce calibrage sur 3 champs d'optimisation, comme vous pouvez le voir, en considérant qu'ils étaient liés, c'est-à-dire qu'une solution performante pour un peut être néfaste pour l'autre, c'est-à-dire qu'on ne les a pas étudiés de façon séparée. Et donc, on a étudié les produits de construction et équipements, la performance de l'enveloppe, les systèmes et le sourcing énergétique. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Simon. Ouais. Et donc, pour chaque cas générique que vous avez pu voir précédemment, nous avons bâti donc un tableau de synthèse présentant les hypothèses prises en compte pour les différentes variantes pour vraiment communiquer nos hypothèses en toute transparence. Je ne vais pas détailler les hypothèses sur ce projet-là, mais je vous invite à aller voir les rapports qui permettra de bien définir ce qu'on a dégradé, ce qu'on a optimisé pour chaque projet. Alors maintenant, si on passe exactement au résultat, on voit que le gain carbone associé entre notre variante base et notre variante optimisée, est de 62%, c'est-à-dire 873 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Si maintenant on se focalise sur le TRC, on voit que le projet, donc, comme vous l'a dit Simon, était à un temps de retour carbone de 10 ans, mais peut varier entre une base à 20 ans, presque 18 ans, et un optimisé autour des 7 ans. Si on regarde plus spécifiquement maintenant les 3 champs d'optimisation, on voit que d'un point de vue donc performance de l'enveloppe et sourcing énergétique et performance des systèmes, le projet, comme le disait Simon, est plutôt très performant puisqu'on est presque au maximum de nos gains carbone sur ces 2 thématiques. Par contre, sur la partie matériaux, on se situe dans la moyenne des gains carbone et on aurait pu aller un petit peu plus loin. Si tu passes sur la slide suivante. Voilà. Et donc, pour être le plus concret possible dans notre approche, on a essayé d'organiser les différents gains carbone au travers de 5 leviers d'action qui sont donc la tacticité, c'est la question de préserver ou non l'existant, de la place du matériau utile ou inutile, de réinterroger la valeur d'usage, la thématique de la circularité avec ce qui questionne sur le réemploi, in situ, ex situ, la déconstruction sélective, la récupération de ressources, la question de la matérialité avec la mixité constructive, les écomatériaux, le biosourcé, etc. La technicité avec la conception low-tech, le discernement digital, la bonne technologie au bon endroit. Et enfin, on a questionné aussi les externalités, c'est-à-dire le partage, la mutualisation avec les voisins et tout ce qui va être externalité positive avec les ressources, les mobilités et la biodiversité. Si maintenant on se focalise sur le projet de la maison individuelle, on voit que la conservation des différents éléments, que ce soit structurel ou de second œuvre, nous a permis quand même de gagner 146 sur le levier de la tacticité. L'utilisation d'un bardage bois associé à un ITE biosourcé nous a permis également de gagner 39 kg équivalent CO2 sur le levier de la matérialité. Le changement nous permettrait. Nous permettrait, effectivement, c'est dans l'hypothèse d'un projet optimisé.
Le changement de fluide frigo pour la PAC nous permettrait également de gagner 52 kg équivalent CO2 par mètre carré. Et enfin, la mise en place de panneaux photovoltaïques nous a permis, cette fois-ci, de gagner 110 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Et donc, Simon, je te laisse la main pour présenter les différents résultats globaux de notre étude. Voilà, donc là, on passe assez rapidement. Il y a d'autres leviers qu'on pourrait évoquer, comme le choix des panneaux photovoltaïques, par exemple, qui peut se faire avec discernement et sur lequel, plutôt que de choisir, on va dire, le panneau photovoltaïque, on va dire, le plus performant avec le rendement le plus élevé, avoir une forme de rapport effort-gain entre le poids carbone du panneau et effectivement ce qu'il peut produire. Ça, c'est un levier dont on n'a pas parlé là, mais qui est assez important sur ce cas d'étude. Alors, quand on regarde notre projet par rapport au reste des projets, on peut se poser la question, est-ce qu'on est dans la moyenne? Est-ce que c'est quelque chose d'assez singulier ou non? Effectivement, on voit que la famille des logements individuels en tissu pavillonnaire, dans le cas de base où on respecte scrupuleusement la réglementation, c'est sans doute la famille qui, par mètre carré, on va dire, va être la plus émettrice et donc sur lequel il y a une attention spécifique à avoir quand on la compare avec ces deux autres familles, plutôt de logements collectifs, en périphérie urbaine ou dans un centre urbain. En revanche, c'est vrai que les hébergements au global, ils sont un petit peu moins émetteurs par mètre carré que le tertiaire, qui englobe énormément d'équipements. Et les rez-de-chaussée sont assez loin devant en termes d'émissions, mais c'est parce qu'ils ont leurs propres entités de production et un nombre d'équipements au mètre carré qui est aussi beaucoup plus important. Alors, on part de cette base réglementaire et puis on a pu, grâce au projet, mesurer les leviers d'optimisation associés. Donc, on voit que pour le logement individuel, c'est vrai qu'on arrive à réduire très, très significativement l'empreinte carbone. Et après, quand on vient implanter effectivement, on va dire, l'avancement des différents projets entre ce niveau base et ce niveau optimisé, on voit que cette référence de Château-Giron est effectivement déjà très avancée et qu'il y a juste cette question de la matérialité et de la circularité qui aurait pu être peut-être renforcée. Voilà, donc on vous a récité ces résultats encore d'une autre manière pour voir aussi que quelque part, même si on fait les choses de manière très réglementaire, on reste sur un temps de retour carbone pour la maison individuelle, ce cas-là, qui reste très raisonnable. C'est moins le cas sur d'autres familles, et notamment sur les familles de tertiaire, où on peut aller jusqu'à 75 ans de temps de retour carbone, c'est-à-dire avoir un temps de retour carbone qui excède la durée de vie type des produits utilisés dans le cadre de la rénovation. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la rénovation elle soit si bas carbone que ça. En revanche, c'est vrai que pour le logement, comme souvent on part de loin, et encore plus quand il s'agit de passoires énergétiques, on est sur quelque chose qui va avoir une rentabilité carbone. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut une rentabilité carbone au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans? Et il y a quand même un enjeu très fort à réduire nos émissions tout de suite et donc à opérer cet équilibre le plus rapidement possible. Je passe rapidement sur les conclusions, plutôt regarder les questions après. On a eu donc plusieurs enseignements de cette étude. Le premier enseignement, c'est que l'énergie de chauffage, ça reste une priorité forte à surveiller dans l'ensemble des scénarios et notamment sur la maison individuelle. Alors, on en a parlé pour la pompe à chaleur, même si on était resté en gaz, l'empreinte carbone aurait été majoritairement liée à ce poste-là. Quand la rénovation, elle s'attaque juste à ce qu'il faut, c'est-à-dire l'enveloppe performante et étanche, et qu'elle préserve le maximum d'éléments à côté de cette question de l'enveloppe, généralement, c'est les cas, on va dire, qui ont des temps de retour carbone les plus bas. Et voilà, c'est à la fois une rénovation frugale et performante dans cet équilibre-là, qui est généralement assez bon. Et pour les opérations de logement, on est souvent sur les temps de retour carbone assez bas. Les leviers techniques à approfondir, on en a parlé. Les contraintes spécifiques qui pèsent sur les leviers d'optimisation, on en a moins parlé. C'est qu'on se dit que si on veut passer un peu à l'étape suivante, méthodologie réglementaire, des seuils à définir, on devra forcément pondérer ces seuils en fonction des contraintes spécifiques qui s'appliquent sur un projet. Ici, la question de la dépose, effectivement, des tuiles amiantées, c'est un élément qui pèse dans le bilan carbone et sur lequel on a malheureusement assez peu de latitude. Enfin, il y a la question du vecteur usage qui est
voilà, sur différents cas, on donne des exemples dans les guides d'impact que ça peut avoir aussi sur les résultats, d'avoir voilà, toujours cette idée d'effort gain sur l'impact que ça peut avoir sur l'usage. Là, on en a parlé sur le projet, l'appropriation des habitants est un élément assez fort. Et enfin, il y a la question des externalités positives, qui est un paramètre aussi qu'il faut regarder. Par exemple, là, on a du panneau photovoltaïque. Du panneau photovoltaïque qui peut contribuer, on va dire, pendant un pic de demande d'électricité à faire de l'effacement sur le réseau. Est-ce qu'on pourrait valoriser ça dans la démarche aussi? Parce que dans ces cas-là, l'énergie est beaucoup plus carbonée. Mais on a également intégré ces externalités sur les questions des transports, sur lesquelles on pense qu'on peut objectiver quand même des réductions carbone associées. Voilà, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, j'espère, on vous présente un peu quelques extraits du rapport sur lesquels vous trouverez les définitions des leviers évoqués, des exemples de stratégies associées, des exemples chiffrés de gisements bas carbone. Voilà une sorte d'ordre de grandeur, de fichier d'ordre de grandeur qui permet d'orienter les choix en amont de la conception. Quelques retours d'expérience de projets intéressants et internationaux. Quelques clés de lecture sur des questions qu'on se pose tous, entre rénovation complète ou rénovation frugale, faut-il choisir, par exemple, et une timeline de projet sur les étapes à ne pas rater sur chacun de ces leviers. Et derrière, que l'on peut même synthétiser avec cette frise temporelle sur laquelle on voit que les leviers interrogés en premier sont tacticité et externalité, parce qu'ils nécessitent effectivement à la fois des partenariats et puis une stratégie de diagnostic bien établie. Bon, la question de la circularité aussi, ça permet de bien donner des repères sur la question du diagnostic ressources notamment. Et enfin, voilà, en conclusion, ce n'est pas parce qu'on a parlé de rénovation bas carbone toute cette matinée qu'il faut raisonner de manière de mono-indicateur. L'idée, ce n'est pas de passer de la rénovation énergétique à la rénovation bas carbone, mais plutôt de la rénovation énergétique à la rénovation holistique, globale, environnementale. Et donc, on a souhaité également restituer les différentes externalités positives et co-bénéfices de la démarche de rénovation qui ne doivent pas être oubliés dans l'équation. Et donc, chaque levier interroge des co-bénéfices qui lui sont propres et qui sont différents. Et donc, tout ça se tresse pour finalement aboutir à des arbitrages de projets qui doivent prendre en compte cette complexité et qui doivent objectiver ces différents co-bénéfices. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, il nous reste très peu de temps. Peut-être une ou deux questions, Clémence? Oui, alors il y avait une question concernant les finitions intérieures, si vous avez une idée du poids carbone des peintures, entre autres. Alors, sur la partie finition intérieure, on a deux choses. Effectivement, la peinture est un poste qui va représenter, bon an, mal an, sur le bilan global, entre 2 kg et 10 kg par mètre carré. Ce qui peut paraître faible comme ça, mais qui, ramené à la globalité, pèse sur les démarches d'optimisation. Et surtout, en termes de rapport effort-gain, c'est un levier relativement facile. Entre 2 et 10 kg, bien sûr, c'est des peintures en phase aqueuse et pas des peintures très carbonées non plus. Pour donner un petit ordre de grandeur par rapport aux 500 à 700 kg de l'empreinte globale, on est dans cet ordre de grandeur-là, à peu près. Après, dans tout ce qui est placo, il y a aussi des leviers d'action importants, et notamment sur les ossatures intérieures, quand on en a. Là, on peut avoir des gisements carbone assez riches et intéressants. Donc, le moins on met de matériaux de parement intérieur, le mieux c'est. Ok, merci. J'ai le temps pour une autre question? On va juste, je vais prendre juste 3 minutes pour conclure Ouais, et faire une petite ouverture avec la démarche Énergie-Sprong, si vous voulez bien. Je vais réactiver mon partage. Donc, on l'a compris, là, ce projet de Château-Giron, c'est un vrai projet expérimental puisqu'il a permis à la fois de poser les premières bases de la démarche Énergie-Sprong en France, qui fait partie des quelques rares projets pilotes, et en même temps, les bases de cette démarche qui nous a été présentée très largement ce matin, NZC Rénovation. Je souhaite, moi, juste vous dire un tout petit mot sur la démarche Énergie-Sprong telle qu'elle se déroule en
en Bretagne, puisque voilà. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois du lancement de la démarche Énergie Sprong Bretagne qui s'appuie sur les quelques expérimentations dont je viens de parler. Il y a une déclinaison qui se veut très opérationnelle à une échelle qui est plutôt régionale. Ça a été le cas notamment chez nos voisins des Pays de la Loire et depuis quelques mois, c'est le cas en Bretagne. Cette démarche Énergie Sprong, elle s'appuie tout d'abord sur une volonté de la maîtrise d'ouvrage constituée des bailleurs sociaux bretons qui, au sein de l'ARO, ont fait tout un travail d'analyse de leur patrimoine pour étudier de quelle manière on pouvait embarquer une partie des logements sociaux bretons dans une démarche Énergie Sprong. Le résultat est plutôt encourageant dans la mesure où il y a plusieurs centaines, voire milliers de logements qui seraient, dans les grandes lignes, Énergie Sprong compatibles, c'est-à-dire avec une structure telle qu'on pourrait envisager une rénovation extrêmement performante et qui se déploie à grande échelle puisqu'on est sur des formats un petit peu standardisés. Donc ça, c'est quelque part pour la demande autour de ce projet de rénovation. Et d'un autre côté, il y a la question de l'offre, parce que pour réussir ces enjeux-là, notamment sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects économiques, il faut vraiment que l'offre soit très structurée. Et c'est pour ça que dans le cadre de la démarche Énergie Sprong, on s'appuie sur un club d'entreprise Bretagne qui est porté par plusieurs structures dont nous faisons partie, Batilab, mais également Bretagne Éco-Entreprise, la Fédération bretonne des filières biosourcées et les filières du solaire avec Atlansun. Et ces 4 structures porteuses ont pour ambition et pour vocation d'accompagner tous les acteurs susceptibles de se positionner sur ces futurs marchés Énergie Sprong qui seront lancés par les bailleurs bretons d'ici quelques mois, pour les accompagner à comprendre ce qu'est cette démarche Énergie Sprong, à se former en quelque sorte à cette méthode-là, à favoriser les échanges entre eux pour qu'ils puissent à la fois mieux se connaître, s'inspirer de ce qu'on fait les uns et les autres et cheminer ensemble vers un projet innovant qui doit à terme leur permettre de se positionner sur ces marchés Énergie Sprong. Voilà, donc ce club entreprise Bretagne, il a vraiment pour ambition de favoriser la structuration de groupements d'entreprises qui pourront à terme répondre à ces marchés. Je l'ai détaillé, enfin je ne l'ai absolument pas détaillé, je vous fais une présentation ici qui est extrêmement succincte. Je vous invite à participer, si vous le souhaitez, au 2e atelier de mobilisation autour de ce club Énergie Sprong Bretagne qui aura lieu le 24 février prochain à Ploufragan. C'est en présentiel. Vous avez ici le programme et je vais mettre dans le chat un petit lien qui vous renverra vers la page qui résume tout. J'ai mis déjà le lien. Merci beaucoup. Voilà, en guise de conclusion et d'ouverture, la démarche Énergie Sprong en Bretagne. Il me reste à peine une minute, tout d'abord pour remercier l'ensemble de nos intervenants de ce matin qui nous ont fait une présentation extrêmement claire, précise et détaillée et je vous en remercie très chaleureusement. Merci à vous d'avoir assisté en direct à ce webinaire. Comme vous le savez, comme chaque mois, ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne sur notre site et nous pourrons communiquer et nous vous invitons à communiquer autour de vous pour celles et ceux qui n'auraient pas pu y assister en direct. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt pour notre prochain webinaire.